J'ai 78 ans, et chaque pas est désormais un défi. Ma canne, fidèle compagne depuis ma fracture du fémur il y a 3 ans, tape doucement le pavé de notre rue de Bordeaux. Cette maison, nous l'avons acquise avec Madeleine il y a près de 50 ans. Un pavillon modeste dans un quartier tranquille où nous avons élevé notre unique fille, Éloise. Cet après-midi de novembre, le ciel gris et bas semble peser sur mes épaules déjà voûtées. Je reviens de chez le pharmacien, un petit sac contenant les médicaments pour l'hypertension de Madeleine. À 75 ans, ma femme lutte contre plusieurs pathologies, dont un début d'Alzheimer qui nous effraie tous les deux. Ses oublis sont de plus en plus fréquents, ses moments d'absence plus longs. Parfois, elle me regarde comme si j'étais un étranger, avant que la brume ne se dissipe de ses yeux. Je pousse le portail de notre jardin, remarquant que les chrysanthèmes que j'ai plantés pour la Toussaint commencent à se faner. Il faudra que je m'en occupe demain, si mes articulations me le permettent. La maison semble étrangement silencieuse. D'habitude, la radio de Madeleine diffuse France Inter à volume élevé, sa façon de compenser sa légère surdité qu'elle refuse d'admettre. Madeleine, j'appelle en refermant la porte d'entrée derrière moi. Seul le silence me répond, ponctué par le tic-tac de la vieille horloge comtoise du salon. Madeleine, je répète, un peu plus fort, sentant une légère inquiétude m'envahir. Un bruit étouffé me parvient alors, comme un gémissement lointain. Je tends l'oreille, incertain. Le son semble provenir du sous-sol. Étrange. Madeleine ne descend presque jamais à la cave. Les escaliers sont trop raides pour ses genoux arthritiques, et l'humidité aggrave ses douleurs. Je m'approche de la porte du sous-sol, restée entr'ouverte. La lumière est allumée. Madeleine, tu es en bas? Un autre gémissement, plus distinct cette fois-ci. Mon cœur s'accélère. Je pose ma canne contre le mur, m'agrippant à la rampe pour descendre les marches qui protestent sous mon poids. La descente est laborieuse, chaque pas réveillant la douleur dans ma hanche. L'odeur familière de notre cave m'accueille. Un mélange de terre, de vieilles bouteilles de vin et de carton. La lumière blafarde de l'unique ampoule projette des ombres inquiétantes sur les murs de pierre. Mon Dieu! Madeleine est là, assise à même le sol en terre battue, adossée contre le vieux congélateur. Elle tremble, ses bras maigres serrés autour de sa poitrine. Son cardigan bleu pâle est couvert de poussière, ses cheveux gris habituellement si soignés sont en désordre. Mais le pire, c'est son regard, empli de terreur et de confusion. « Jean !» Elle murmure, et mon prénom dans sa bouche sonne comme une supplique. Je m'approche aussi vite que mes jambes me le permettent, m'agenouillant avec difficulté à ses côtés. « Madeleine, ma chérie, que fais-tu ici? Tu es tombée ?» Ma voix tremble malgré moi. Je touche sa joue, glacée. Elle est frigorifiée dans cette cave non chauffée. Je ne sais pas, balbutie-t-elle, et je reconnais cette expression, celle qui précède souvent ces épisodes de confusion. Elle m'a dit de rester ici, que je ne devais pas bouger. Elle? Qui ça, elle? Un mouvement à la périphérie de mon champ de vision attire mon attention. Je lève les yeux vers le haut de l'escalier. Éloise se tient là, immobile, nous observant. Notre fille unique, 45 ans, divorcée depuis 3 ans. Elle a emménagé avec nous il y a 6 mois, temporairement, disait-elle, le temps de se remettre sur pied, après la perte de son emploi dans une agence immobilière. Éloise, viens vite m'aider à remonter ta mère. Mais elle ne bouge pas. Dans la pénombre, je distingue l'expression de son visage. Elle sourit. Un sourire que je ne reconnais pas, qui n'a rien à voir avec la petite fille que nous avons élevée. « Tu as trouvé, maman, à ce que je vois ?» dit-elle d'une voix dépourvue d'émotion. « Bon sang, qu'est-ce qu'elle fait ici? Pourquoi est-elle au sous-sol ?» Éloise descend quelques marches, s'arrêtant à mi-chemin. Elle croise les bras, appuyée contre la rampe, dans une posture presque nonchalante. « C'est sa punition », répond-elle simplement. Je cligne des yeux, certain d'avoir mal entendu. « Sa punition? De quoi parles-tu » Le sourire d'Éloise s'accentue et un frisson glacé parcourt mon échine. Elle a encore cassé une tasse ce matin. La tasse bleue, celle du service de grand-mère. Je lui ai dit 1000 fois de faire attention.
Elle n'écoute jamais. Je regarde tour à tour ma femme, recroquevillée contre moi, et ma fille, dont le visage est à peine reconnaissable dans cette attitude cruelle. Tu as enfermé ta mère dans la cave parce qu'elle a cassé une tasse? Ma voix monte d'un cran, l'indignation surmontant la stupéfaction. Éloise hausse les épaules. 2 heures au coin n'ont jamais fait de mal à personne. C'est vous qui m'avez appris la discipline, après tout. Je serre Madeleine plus fort contre moi, sentant la rage monter. Remonte tout de suite et va préparer un bain chaud pour ta mère. Mais Éloise ne bouge pas. Je crois que tu ne comprends pas, papa. Les choses ont changé ici. Elle descend encore quelques marches, son visage s'éclaircissant à la lumière de l'ampoule nue. Je remarque alors qu'elle tient quelque chose dans sa main. Ma canne. Tu sais, poursuit-elle d'un ton presque conversationnel. J'ai beaucoup réfléchi depuis mon retour, à la façon dont vous avez vécu si confortablement pendant que mon mariage s'écroulait, à votre petite retraite paisible pendant que je perdais tout. Éloise, ce que tu dis n'a aucun sens. Nous t'avons toujours soutenu, nous. Tais-toi. Sa voix claque comme un fouet. Vous ne m'avez jamais comprise. Vous avez toujours pensé que j'étais l'échec de la famille, la pauvre Éloise, incapable de garder un mari, incapable de garder un emploi. Madeleine gémit contre moi, tremblante. Je sens son corps fragile secoué de sanglots silencieux. Maintenant, continue Éloise, tapotant ma canne contre sa paume. C'est moi qui décide ici. Vous êtes vieux, vous êtes faible. Qui va vous croire si vous vous plaignez? Le gentil docteur Mercier pense déjà que vous devenez séniles tous les deux. La réalisation me frappe avec une violence inouïe. Ces dernières semaines, les accidents de Madeleine qui se multipliaient, les bleus sur ses bras qu'elle ne savait pas expliquer, sa peur grandissante que j'avais attribuée à sa maladie. Et moi-même, ces sensations d'étourdissement après les repas préparés par Éloise. Pourquoi? Je demande, la gorge nouée. Qu'espères-tu gagner? Son sourire s'élargit encore. Tout, la maison, vos économies, votre assurance-vie, une compensation pour toutes ces années où vous m'avez jugée, où vous m'avez trouvée insuffisante. Je tente de me relever, mais sans ma canne et avec Madeleine accrochée à moi, je ne parviens qu'à tituber. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Je souffle. Les voisins, le médecin, la famille. La famille? Elle éclate d'un rire glacial. Quelle famille, papa? Tante Simone est morte l'an dernier. Cousin Philippe ne vous a pas rendu visite depuis Noël 2019. Quant aux voisins, disons que j'ai déjà commencé à leur parler de vos comportements erratiques. Madame Dupont est très compréhensive. Elle-même a dû placer sa mère en EHPAD l'année dernière. Elle fait tournoyer ma canne entre ses doigts comme une majorette. Personne ne remarquera rien. 2 personnes âgées, dont l'une est déjà atteinte d'Alzheimer. Les accidents domestiques sont si fréquents à votre âge. La terreur s'empare de moi, non pas tant pour moi que pour Madeleine. Je pense à ma femme, à la femme forte et vive qu'elle était, à sa dignité que notre propre fille bafoue maintenant. Éloise, je tente adoucissant ma voix, tu traverses une période difficile, nous le comprenons. Mais ce n'est pas toi, ça. Ce n'est pas la fille que nous avons élevée. Son visage se durcit. Tu n'as aucune idée de qui je suis, papa. Vous ne m'avez jamais vraiment regardé. Elle remonte quelques marches. Allez, remontez si vous pouvez. Le dîner sera prêt à 19h. J'ai préparé un bœuf bourguignon. Ton préféré, papa. N'est-ce pas touchant? La fille dévouée qui prend soin de ses parents âgés. Sur ces mots, elle tourne les talons et disparaît à l'étage, emportant ma canne. J'entends la porte du sous-sol se refermer, mais pas le claquement du verrou. Elle est trop intelligente pour nous enfermer de façon évidente. Je reste là, stupéfait, tenant Madeleine tremblante contre moi. Comment en sommes-nous arrivés là? Quand notre fille est-elle devenue cette étrangère cruelle? Y avait-il des signes que nous n'avons pas vus? Jean, murmure Madeleine, sa voix à peine audible. J'ai peur. Je caresse ses cheveux, tentant d'ignorer le tremblement de mes propres mains. Tout ira bien, ma chérie, je te le promets. Mais comment tenir cette promesse? Comment protéger ma femme,
alors que je peine à me protéger moi-même. Notre geôlière est notre propre chair et notre propre sang. Lentement, douloureusement, j'aide Madeleine à se relever. Sa jupe est souillée de terre, ses bas déchirés. Elle s'appuie lourdement sur moi et je sens chaque année de nos vies dans le poids de son corps contre le mien. On va monter doucement, je lui dis à l'oreille, un pas après l'autre. Il nous faut près de 10 minutes pour gravir les 15 marches, Madeleine s'agrippant à la rampe, moi la soutenant de mon mieux malgré ma hanche douloureuse. Quand nous atteignons enfin la cuisine, nous sommes tous deux à bout de souffle. Héloïse n'est pas là. Je conduis Madeleine jusqu'à notre chambre, ferme la porte derrière nous et l'aide à s'asseoir sur le lit. Ses yeux sont vides, perdus dans une brume qui n'est pas seulement due à sa maladie. « Je vais te préparer un bain », je lui dis, essayant d'insuffler une normalité dans ma voix. Elle hoche légèrement la tête, puis, avec une clarté soudaine qui me brise le cœur, elle me fixe de ses yeux bleus. « Elle va nous tuer, n'est-ce pas ?» Je prends ses mains dans les miennes, ses mains qui ont bercé notre fille, qui ont jardiné, cuisiné, aimé pendant plus d'un demi-siècle. Non, je réponds fermement. Je ne la laisserai pas faire. Mais comment l'en empêcher? Je n'ai plus la force physique pour confronter Héloïse. Appeler la police? Qui croirait qu'une fille respectée, ancienne professionnelle, puisse maltraiter ses parents? Sans preuve, ce serait notre parole contre la sienne, celle de 2 personnes âgées dont l'une est cognitivement diminuée. Je repense aux mots d'Héloïse. Qui va vous croire si vous vous plaignez? Elle a raison sur un point. La société a tendance à infantiliser les personnes âgées, à douter de leur jugement, de leur perception de la réalité. En aidant Madeleine à se déshabiller pour son bain, je remarque de nouveaux bleus sur ses bras, ses jambes. La colère me submerge, mais je la contiens. Ce n'est pas le moment de perdre mes moyens. Le bain préparé, j'aide Madeleine à s'immerger dans l'eau chaude. Un soupir s'échappe de ses lèvres, un petit moment de confort dans notre nouvelle réalité cauchemardesque. Je vais chercher des vêtements propres, je lui dis, déposant un baiser sur son front. En sortant de la salle de bain, je tombe nez à nez avec Héloïse dans le couloir. Elle porte un tablier de cuisine et tient un verre de vin rouge. « Tu t'occupes bien de maman, c'est gentil », dit-elle, comme si l'épisode du sous-sol n'avait jamais eu lieu. Le dîner sera bientôt prêt. Je la fixe, cherchant dans ses traits une trace de la petite fille que j'ai enseignée à faire du vélo, que j'ai consolée après ses premiers chagrins d'amour, que j'ai accompagnée à l'hôtel lors de son mariage. « Pourquoi ?» je demande simplement. Elle penche légèrement la tête, son expression oscillant entre amusement et dédain. « Parce que vous m'avez tout donné, sauf ce dont j'avais vraiment besoin. » Et qu'est-ce que c'était? Elle s'approche, son parfum, trop fort, trop sucré, m'enveloppant. « La vérité, » murmure-t-elle, « sur qui je suis vraiment. » Avant que je puisse répondre, elle poursuit son chemin vers la cuisine, me laissant avec cette énigme troublante. Je rejoins Madeleine dans la salle de bain, l'aide à se sécher et à s'habiller dans son pyjama en flanelle le plus chaud. Ses yeux sont à nouveau voilés, sa confusion revenue. Une bénédiction peut-être dans ces circonstances. Le dîner se déroule dans une atmosphère surréaliste. Héloïse sert le bœuf bourguignon, débouche une bouteille de Bourgogne, s'enquiert de ma visite à la pharmacie comme si nous étions une famille normale partageant un repas ordinaire. Madeleine reste silencieuse, mangeant à peine, sursautant au moindre geste de notre fille. Je refuse le vin, prétextant mes médicaments. La nourriture a un goût de cendre dans ma bouche, mais je force chaque bouchée, gagnant du temps, réfléchissant. « Tu te souviens, papa ?» dit soudain Héloïse, « quand tu m'emmenais pêcher à l'étang de grand-père. » Je hoche la tête, méfiant. « Tu m'as appris à avoir de la patience, à attendre que le poisson morde à l'hameçon. » Son sourire est doux, presque nostalgique, mais ses yeux restent froids. C'est une leçon que j'ai bien retenue. Le message est clair. Elle a attendu son moment, préparé son plan. Et maintenant, nous sommes pris dans ses filets. Après le dîner, j'aide Madeleine à se coucher. Je verrouille notre porte de chambre, une précaution dérisoire, mais qui nous offre un semblant de sécurité pour la nuit.
Allongé près de ma femme, écoutant sa respiration devenue régulière grâce aux somnifères prescrits par le médecin, je fixe le plafond dans l'obscurité. Comment ai-je pu être si aveugle, si impuissant? Moi qui ai passé ma vie à protéger ma famille, à travailler comme contremaître dans une usine automobile pendant 40 ans pour leur assurer une vie confortable, je me retrouve incapable de défendre ma femme contre notre propre fille. Les heures passent, le sommeil me fuit. Vers 2 heures du matin, j'entends des pas dans le couloir. Ils s'arrêtent devant notre porte. La poignée tourne doucement. 1, 2 fois, puis les pas s'éloignent. Je réalise avec une clarté glaçante que nous sommes prisonniers dans notre propre maison. Une maison où chaque coin, chaque objet raconte une histoire de notre vie commune. Les photographies sur le buffet du salon, le service à thé de la mère de Madeleine, la collection de timbres que j'ai commencé à ma retraite. Tout cela témoignage d'une vie que nous croyons heureuse, y compris la partie où nous avons élevé Héloïse. Mais demain, je me battrai. Pour Madeleine, pour notre dignité. Je ne sais pas encore comment, mais je trouverai un moyen de nous sortir de ce cauchemar. Je dois agir avant qu'Héloïse ne passe à l'étape suivante de son plan, quelle qu'elle soit, car une chose est certaine, le sous-sol n'était que le début. Au petit matin, le bruit de la cafetière me réveille. Madeleine dort encore profondément, un effet secondaire de ses médicaments. Je me lève avec précaution, grimaçant face à la douleur dans mes articulations. En l'absence de Makane, je m'appuie contre les meubles pour me déplacer jusqu'à la cuisine. Héloïse est là, fraîchement douchée, vêtue d'un tailleur bleu marine. Elle a l'air d'une femme d'affaires respectable, pas d'une tortionnaire de personnes âgées. « Bonjour, papa », dit-elle joyeusement. « Bien dormi? Je t'ai préparé ton café comme tu l'aimes. » Elle pousse vers moi une tasse fumante. Je ne la touche pas. « Tu sors ?» je demande, remarquant sa tenue. J'ai un entretien d'embauche, une agence immobilière à Bordeaux-Centre. Elle sourit, ajoutant du lait à son propre café. La vie continue, n'est-ce pas? Héloïse, je commence, la gorge serrée. Ce que tu as fait hier, ce n'est pas toi. Tu as besoin d'aide. Son sourire se fige. Ne commence pas avec ça. Tu ne peux pas continuer ainsi, maltraiter ta mère, nous menacer. Maltraiter. Elle rit, un son cristallin qui résonne faux dans la cuisine ensoleillée. Papa, maman a fait une chute, je l'ai trouvée au sous-sol confuse. C'est l'histoire que tout le monde croira, y compris le docteur Mercier qui vient ce matin pour sa visite mensuelle. Je la fixe, stupéfait. Le docteur Mercier vient aujourd'hui? À 11 heures, confirme-t-elle. J'ai appelé son cabinet hier, inquiète des comportements étranges de maman. N'est-ce pas attentionné de ma part? Mon esprit s'emballe. Le médecin, c'est une chance inespérée. Je pourrais lui parler en privé, lui expliquer ce qui se passe réellement. Héloïse semble lire dans mes pensées. Oh, et papa, je serai de retour à 10h30. Juste à temps pour accueillir le docteur et lui expliquer comment vous devenez tous les deux imaginatifs dans vos récits. Elle s'approche, pose sa main sur mon épaule. Son parfum m'enveloppe, écœurant. N'oublie pas, c'est la parole d'une fille dévouée contre celle d'un vieil homme frustré par sa perte d'autonomie. Qui crois-tu que le médecin écoutera? Elle dépose un baiser sur ma joue, comme si nous partagions une complicité affectueuse. Ta canne est dans le placard de l'entrée. Sois sage pendant mon absence. Après son départ, je reste immobile un long moment, la tasse de café refroidissant devant moi. Puis, lentement, je me dirige vers le placard d'entrée. Ma canne est là, comme promis. Je la saisis, sentant son poids familier dans ma main, non plus seulement un soutien, mais peut-être une arme. En retournant vers notre chambre, je m'arrête devant la commode du salon. J'ouvre le tiroir du bas, fouille sous les nappes brodées par la mère de Madeleine. Le vieux téléphone portable que nous gardons en cas d'urgence est toujours là, sa batterie probablement déchargée. Je le glisse dans la poche de mon pyjama et continue mon chemin vers notre chambre, où Madeleine commence à s'éveiller. Dans ses yeux, je vois qu'elle se souvient de tout. « Jean », murmure-t-elle, « qu'allons-nous faire ?» Je m'assieds près d'elle, prends sa main. « On va se battre, ma chérie. Ensemble,
comme toujours. C'est une promesse que j'ai l'intention de tenir, même si je ne sais pas encore comment. Mais le temps presse. L'horloge indique 8h30. Dans 2 heures, Héloïse sera de retour. Et je dois agir avant qu'elle ne franchisse à nouveau le seuil de notre maison. Avant que notre propre fille ne transforme définitivement notre foyer en prison. Ou pire. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici. Cette histoire me pèse lourd sur le cœur, mais je dois la raconter. Qu'auriez-vous fait à ma place face à cette trahison de ma propre fille? Inscrivez-vous pour connaître la suite et partagez vos réflexions dans les commentaires. Je vous lis depuis Bordeaux, en France. Mon cerveau tourne à plein régime malgré mon âge. Je dois protéger Madeleine, mais comment? Héloïse reviendra dans 2 heures et le médecin arrivera peu après. C'est notre seule chance. Je prends le vieux téléphone portable et tente de l'allumer. L'écran reste désespérément noir. Le chargeur, murmure Madeleine, assise sur le bord du lit. Elle a cette clarté soudaine qui me surprend toujours, ces moments où sa mémoire refait surface comme une bouée dans la tempête. Dans le tiroir de ta table de nuit, effectivement, le chargeur s'y trouve. Je le branche, sachant que même quelques minutes de charge pourraient suffire pour un appel. Je m'assieds près de Madeleine, passant un bras autour de ses épaules tremblantes. « Tu dois manger quelque chose », je lui dis doucement. « Je vais te préparer un petit déjeuner. » Elle secoue la tête. « Je n'ai pas faim, Jean. Tu dois reprendre des forces. Nous avons besoin de toute notre lucidité aujourd'hui. » Dans la cuisine, je prépare des tartines et un café pour Madeleine, évitant soigneusement celui qu'Héloïse m'a servi plus tôt. Qui sait ce qu'elle aurait pu y mettre? Cette pensée me glace le sang. Notre propre fille, jusqu'où est-elle prête à aller? En retournant vers la chambre avec le plateau, mon regard est attiré par quelque chose sur le buffet du salon. Une enveloppe que je n'avais pas remarquée auparavant, adressée au docteur Mercier. Elle est déjà cachetée, prête à être remise en main propre. Pris d'un pressentiment, je pose le plateau et m'empare de l'enveloppe. L'ouvrir serait une violation de la correspondance privée, mais dans ces circonstances, à l'intérieur, une lettre tapée à l'ordinateur signée par Héloïse. « Cher docteur Mercier, je vous écris pour vous faire part de mon inquiétude grandissante concernant l'état mental de mes parents. Comme vous le savez, ma mère souffre d'Alzheimer, mais depuis quelques semaines, j'observe également des comportements préoccupants chez mon père. Il devient paranoïaque, accusant parfois les aides à domicile et même moi-même de vol ou de maltraitance. Hier encore, il a prétendu que j'aurais enfermé ma mère dans la cave pour la punir. Une idée totalement absurde qui m'a profondément blessé. Ma mère présente également des ecchymoses inexpliquées. Je crains qu'elle ne fasse des chutes lorsqu'elle est seule, ou pire, que mon père, dans ces moments de confusion, ne devienne involontairement brusque avec elle. Je suis consciente que ces accusations sont graves, mais mon unique préoccupation est leur bien-être. Serait-il possible d'envisager une évaluation gériatrique complète, voire une aide plus substantielle? Peut-être le moment est-il venu d'envisager un placement en établissement spécialisé, au moins pour ma mère. Je vous remercie pour votre compréhension et votre aide précieuse dans cette situation difficile, cordialement. Héloïse Mercier. Mes mains tremblent tellement que je manque de laisser tomber la lettre. Le piège est parfait. Héloïse nous dépeint comme 2 personnes âgées à la santé mentale défaillante, dont l'une pourrait même être violente. Elle se présente comme la fille dévouée, préoccupée uniquement par notre bien-être. Et le pire, c'est que tout semble plausible. Les bleus de Madeleine, attribués à des chutes ou à ma prétendue brutalité. Mes accusations, présentées comme des délires paranoïaques. Notre âge et la maladie de ma femme jouent contre nous. Je glisse la lettre dans ma poche et reprends le plateau. En entrant dans la chambre, je trouve Madeleine assise très droite, ses mains crispées sur ses genoux. Le téléphone clignote sur la table de chevet, indiquant qu'il se charge. Quelque chose ne va pas, Jean. Je le vois sur ton visage. Je lui tends le plateau, hésitant à partager ma découverte. Madeleine est fragile, et je crains que cette nouvelle trahison ne l'accable davantage. Mais nous sommes partenaires depuis plus de 50 ans. Je lui dois la vérité. Je lui montre la lettre. Elle la lit lentement, ses yeux plissés par l'effort de concentration. Quand elle termine,
Elle lève vers moi un regard que je n'ai pas vu depuis longtemps, déterminé, lucide, presque féroce. Elle veut nous faire interner, dit-elle, sa voix étonnamment ferme, pour prendre la maison, l'héritage. Oui, nous devons appeler la police. Je secoue la tête. Et leur dire quoi? Que notre fille nous maltraite, sans preuve, contre sa parole, ces documents prouvant notre sénilité? Alors qui? Insiste Madeleine, une larme glissant sur sa joue ridée. Je réfléchis intensément. Qui pourrait nous aider? Nos amis sont pour la plupart décédés ou eux-mêmes en maison de retraite. La famille éloignée ne nous a pas vus depuis des années. Les voisins? Éloise a déjà commencé à les conditionner, leur faisant croire à notre détérioration mentale. Philippe, dit soudain Madeleine. Philippe, notre neveu? Je fronce les sourcils. Mais il vit à Lyon et nous ne l'avons pas vu depuis Noël 2019, complète Madeleine. Éloise l'a mentionné hier. Il est avocat, Jean, et il nous a toujours appréciés. Un mince espoir s'éveille en moi. Philippe, le fils de mon frère cadet décédé il y a 10 ans. Un homme bon, intègre. Éloise ne l'a jamais beaucoup aimé, peut-être par jalousie de l'attention que nous lui portions quand ils étaient enfants. Le numéro, marmonne Madeleine, fermant les yeux pour se concentrer. Dans mon carnet d'adresse, bureau Saint-Irénée, Lyon. Je suis stupéfait par cette soudaine clarté. Le téléphone indique maintenant 15% de batterie, suffisant pour un appel. Je cherche fébrilement le carnet d'adresse de Madeleine dans sa table de nuit. Le médecin, rappelle Madeleine. Il faut l'avertir aussi. C'est un homme bon, Jean. Il me connaît depuis 20 ans. Éloise sera là quand il viendra. Elle contrôlera la conversation. Pas si nous avons un plan. Je trouve enfin le carnet, relique d'une époque où les contacts n'étaient pas stockés dans des smartphones. L'écriture soignée de Madeleine remplit les pages jaunies. Je tourne jusqu'à la lettre P. Philippe Mercier, avec son numéro de cabinet. Les doigts tremblants, je compose le numéro. Chaque tonalité fait battre mon cœur plus fort. Finalement, une voix féminine répond. Cabinet Mercier et associé. Bonjour. Bonjour, je voudrais parler à maître Philippe Mercier, s'il vous plaît. C'est urgent. Je suis son oncle, Jean Mercier. Un instant, je vais voir s'il est disponible. L'attente me semble interminable. Madeleine serre ma main libre, ses yeux ne quittant pas mon visage. Allô, oncle Jean? La voix de Philippe, plus grave que dans mon souvenir, me submerge d'émotion. Philippe, Dieu merci, nous avons besoin de ton aide. Ta tante Madeleine et moi nous sommes en danger. Un silence bref. En danger? Que se passe-t-il? Je lui explique la situation aussi clairement et succinctement que possible. L'installation d'Éloise chez nous, les incidents qui se sont multipliés, culminant avec l'épisode du sous-sol, la lettre au médecin, notre peur. C'est difficile à croire, dit finalement Philippe, sa voix trahissant son trouble. Éloise a toujours été... Je sais, nous n'y croyions pas non plus, mais c'est réel, Philippe. Ta tante a des bleus. Je n'ai presque plus accès à nos comptes bancaires, et nous avons peur de ce qu'Éloise pourrait faire ensuite. Avez-vous des preuves, des témoins? Rien que notre parole contre la sienne. Et avec l'Alzheimer de Madeleine et mon âge, je comprends. Sa voix devient plus professionnelle, celle de l'avocat prenant le dessus. Voilà ce que nous allons faire. Je pars pour Bordeaux immédiatement. Je peux être là en fin d'après-midi. En attendant, documentez tout. Si possible, enregistrez vos interactions avec Éloise. Et essayez de parler seul à seul avec le médecin. L'espoir renaît en moi. Tu nous crois alors? Bien sûr que je vous crois, oncle Jean. Je connais Éloise depuis l'enfance. Elle a toujours eu, disons, des tendances inquiétantes. Je me souviens encore de mon lapin disparu lors de ce séjour chez vous, l'été de mes 12 ans. Cette remarque me glace le sang. Le lapin de Philippe avait effectivement disparu mystérieusement. Nous avions tous cherché l'animal pendant des jours, jusqu'à ce qu'Éloise, alors âgée de 10 ans, annonce l'avoir trouvé mort dans le jardin, probablement attaqué par un renard. Nous l'avions cru. Je serai là aujourd'hui, promet Philippe. Tenez bon. Ne confrontez pas Éloise directement. Faites semblant d'accepter la situation pour l'instant.
Après avoir raccroché, je regarde Madeleine, qui a suivi toute la conversation. « Il vient », dis-je simplement. Un sourire fragile éclaire son visage fatigué. Je le savais. Philippe a toujours été un bon garçon. Je consulte ma montre. 9h45. Éloise sera de retour dans moins d'une heure, suivie du docteur Mercier. Nous devons préparer notre stratégie. Le médecin, dit Madeleine. Comment lui parler seul? Je réfléchis intensément. Tu vas faire semblant d'être plus confuse que d'habitude. Demander à utiliser les toilettes pendant la consultation. Je dirai que je dois t'accompagner, que tu as besoin d'aide. Une fois seul avec lui dans la salle de bain, nous pourrons lui parler. Madeleine acquiesce lentement. Et s'il ne nous croit pas non plus, alors nous tiendrons jusqu'à l'arrivée de Philippe. Je l'aide à s'habiller, choisissant des vêtements qui couvrent la plupart des bleus sur ses bras et ses jambes. Elle est si mince maintenant, presque fragile. Pourtant, dans ses yeux brille une détermination qui me rappelle la jeune femme dont je suis tombé amoureux il y a plus de 50 ans. Nous entendons la porte d'entrée s'ouvrir à 10h20. Éloise est de retour, plus tôt que prévu. Je range précipitamment le téléphone portable et son chargeur dans le tiroir de la table de nuit. « Maman, papa » appelle-t-elle depuis le couloir. Dans la chambre, je réponds, essayant de garder une voix normale. Elle apparaît dans l'encadrement de la porte, rayonnante dans son tailleur. L'entretien s'est terminé plus tôt que prévu. Je pense que ça s'est bien passé. Son enthousiasme sonne faux, comme un mauvais jeu d'acteur. Elle s'approche de Madeleine, qui se raidit imperceptiblement. « Tu as l'air mieux ce matin, maman. Tu as bien dormi ?» Madeleine hoche la tête, évitant son regard. Je m'interpose subtilement. « Le docteur Mercier arrive bientôt ?» Je demande comme si tout était normal. Dans une demi-heure environ, Éloise sourit, lissant sa jupe. « J'ai préparé quelques notes sur vos symptômes récents, pour l'aider dans son évaluation. C'est prévenant de ta part. » Je réponds, luttant pour maintenir un ton neutre. « Je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour vous deux. » Elle touche mon bras, et je dois me faire violence pour ne pas reculer. « Papa, je sais que tu m'en veux pour hier. J'étais stressé, j'ai réagi de façon excessive. Ça n'arrivera plus, je te le promets. » Ce revirement me prend au dépourvu. S'agit-il d'une nouvelle tactique? Ou craint-elle que je parle au médecin? Bien sûr, ma chérie, je réponds, feignant l'acceptation. Nous traversons tous une période difficile. Son sourire s'élargit, et je vois une lueur de triomphe dans ses yeux. Elle croit que je cède, que j'accepte sa version des faits. Je vais préparer du thé pour le docteur, annonce-t-elle avant de quitter la pièce. Dès qu'elle est hors de portée, Madeleine saisit ma main. Elle ment, chuchote-t-elle. Ne bois rien de ce qu'elle prépare. Je sais. À 10h55, la sonnette retentit. Éloise se précipite pour ouvrir, sa voix chaleureuse accueillant le docteur Mercier. Je m'appuie sur ma canne, aidant Madeleine à se lever. Nous nous dirigeons lentement vers le salon. Le docteur Mercier est un homme d'une 60aine d'années, au visage bienveillant encadré de cheveux gris. Il nous connaît depuis près de 20 ans, ayant repris la patientèle du médecin qui nous suivait avant sa retraite. « Jean, Madeleine » nous salue-t-il chaleureusement. « Comment allez-vous aujourd'hui ?»« Ils ont leurs bons et leurs mauvais jours », intervient rapidement Éloise. « Maman est plus confuse ces derniers temps et papa, il a développé quelques idées inhabituelles. » Le médecin hoche la tête, mais je note qu'il observe attentivement Madeleine puis moi. « Pourquoi ne pas commencer par un examen de routine, Madeleine, si vous voulez bien me suivre dans votre chambre ?»« Je viens aussi, » dis-je immédiatement. « Ce n'est pas nécessaire, papa, » objecte Éloise, une note d'irritation perçant dans sa voix. « Tu devrais te reposer. » J'accompagne ma femme. J'insiste, mon ton ne laissant place à aucune discussion. Le docteur Mercier semble percevoir la tension. « Bien sûr, Jean. Votre présence peut rassurer Madeleine. » Dans la chambre, le médecin commence son examen habituel. Tension artérielle, auscultation, vérification des réflexes. Éloise reste dans l'encadrement de la porte, nous surveillant. « Docteur » murmure soudain Madeleine, sa voix tremblante. « Je dois... toilette, s'il vous plaît. »« Bien sûr, » répond-il gentiment. « Jean, pouvez-vous aider votre épouse ? » « Je peux le faire. »
propose immédiatement Éloise, s'avançant. Non, dit fermement le médecin. Il vaut mieux que ce soit son mari. Question de dignité. Éloise recule, contrariée mais incapable de protester sans paraître déraisonnable. Je guide Madeleine vers la salle de bain adjacente, le docteur Mercier nous suivant avec sa mallette. Je vais attendre dans le couloir, dit Éloise, manifestement mécontente. Une fois la porte de la salle de bain fermée, je me tourne vers le médecin. Docteur, nous avons besoin de votre aide. Notre fille. Je sais, coupe-t-il doucement. J'ai remarqué des choses troublantes depuis quelque temps. Je suis tellement surpris que je reste sans voix. Les bleus de Madeleine, poursuit-il, examinant délicatement le bras de ma femme. Trop nombreux, trop réguliers pour être uniquement dus à des chutes. Et vous, Jean, cette perte de poids rapide, ces moments de confusion que votre fille m'a signalés, j'ai commencé à me poser des questions. Elle nous fait du mal, dit Madeleine les larmes aux yeux. Elle m'a enfermé dans le sous-sol hier. Elle menace de nous faire interner. Le docteur Mercier fronce les sourcils. J'ai reçu des appels répétés d'Éloise ces dernières semaines, me parlant de votre détérioration, suggérant un placement. Elle veut la maison. J'explique. Notre argent. Elle prépare quelque chose de grave, j'en suis sûr. Avez-vous contacté quelqu'un? La police? Notre neveu Philippe, un avocat. Il arrive de Lyon aujourd'hui. Le médecin hoche la tête, pensif. C'est bien. En attendant, je vais prescrire des visites quotidiennes d'une infirmière, officiellement pour surveiller l'état de Madeleine, mais en réalité, ce sera une présence extérieure régulière, une protection. Un soulagement immense m'envahit. Merci, docteur. Nous avions peur que personne ne nous croie. J'ai vu des cas similaires, malheureusement. La maltraitance des personnes âgées est plus courante qu'on ne le pense, souvent perpétrée par des proches. Il baisse la voix encore plus. Je vais lui dire que je soupçonne une infection urinaire chez Madeleine, d'où la confusion. Cela justifiera les visites infirmières. Et je vais oublier délibérément ma carte professionnelle ici. Elle contient mon numéro de portable personnel. Utilisez-le en cas d'urgence. Il sort discrètement une carte de sa poche et la glisse dans la mienne. Puis, plus fort, pour qu'Éloise puisse entendre à travers la porte, « Voilà Madeleine, tout va bien. Retournons dans la chambre maintenant. » En sortant de la salle de bain, nous retrouvons Éloise dans le couloir, son expression un mélange d'impatience et de suspicion. « Tout va bien ?» demande-t-elle, faussement concernée. « Une petite difficulté, rien de grave », répond le médecin avec un professionnalisme imperturbable. « Jean, aidez votre épouse à se recoucher, je vais terminer mon examen. » L'examen se poursuit, le docteur Mercier jouant parfaitement son rôle. Il pose des questions sur la mémoire de Madeleine, sur ses activités quotidiennes, tout en notant minutieusement ses observations dans son carnet. Madeleine présente les symptômes d'une infection urinaire, annonce-t-il finalement. Cela peut aggraver temporairement la confusion liée à son Alzheimer. Je vais prescrire des antibiotiques et des visites infirmières quotidiennes pour surveiller son état. Éloise fronce les sourcils. Des visites quotidiennes? Est-ce vraiment nécessaire? Je suis là pour m'occuper d'eux. C'est le protocole standard, répond calmement le médecin. Et cela vous soulagera un peu. Vous devez penser à vous aussi, Éloise. Chercher du travail, maintenir votre propre vie sociale. Elle hésite, puis acquiesce à contre-cœur. Bien sûr, vous avez raison. Quant à votre père, poursuit le docteur Mercier, je ne vois rien d'inquiétant dans son comportement aujourd'hui. Il est parfaitement lucide et cohérent. Je vois la mâchoire d'Éloise se crisper légèrement, mais elle se reprend rapidement. Il a des bons jours, mais vous devriez voir ses accès de paranoïa, docteur. Ils sont vraiment préoccupants. Nous surveillerons cela. Le médecin se tourne vers moi. Jean, continuez à prendre vos médicaments habituels. Je reviendrai la semaine prochaine pour une nouvelle évaluation. Dans le salon, Éloise lui tend une enveloppe. Pas celle que j'ai interceptée, mais probablement une copie. Voici quelques observations que j'ai notées, docteur, pour votre dossier. Merci, je les étudierai avec attention. Il glisse l'enveloppe dans sa mallette sans l'ouvrir, puis se tourne vers nous. Reposez-vous bien tous les deux. L'infirmière passera dès demain matin. Sur le pas de la porte,
Il serre la main d'Éloise. Ne vous inquiétez pas, nous prendrons soin d'eux du mieux possible. Une fois le médecin parti, Éloise se tourne vers nous, son expression indéchiffrable. Eh bien, tout s'est bien passé, n'est-ce pas? Je hoche la tête, feignant l'accord. Oui, le docteur Mercier est toujours très attentif. Une infection urinaire, marmonne-t-elle, septique. Ça expliquerait certaines choses. Je me sens fatigué, dit Madeleine, sa voix délibérément faible. Je voudrais me reposer un peu. Bien sûr, maman. Éloise lui tapote l'épaule, ce geste apparemment affectueux faisant tout de même tressaillir ma femme. Je te préparerai un bon déjeuner pour quand tu te réveilleras. Je raccompagne Madeleine dans notre chambre, ferme la porte derrière nous. Nous échangeons un regard, un mélange de soulagement et d'appréhension. Le docteur Mercier nous a crus. Philippe arrive cet après-midi. 2 alliés dans notre combat contre notre propre fille. Mais quelque chose me dit qu'Éloise n'abandonnera pas facilement. Et les heures jusqu'à l'arrivée de Philippe seront peut-être les plus dangereuses. Je m'assieds sur le bord du lit, tenant la main de Madeleine. Dehors, le ciel s'est assombri, annonçant une averse automnale typique de Bordeaux. Les gouttes commencent à frapper contre la vitre comme un avertissement rythmique. La tempête approche, à l'extérieur comme à l'intérieur de notre maison. Et nous devons être prêts à l'affronter. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce 2e chapitre de mon histoire. La situation devient de plus en plus tendue chez nous. À mon âge, je n'aurais jamais imaginé devoir me protéger de ma propre fille. Que feriez-vous à ma place? Inscrivez-vous pour connaître la suite et partagez vos idées dans les commentaires. Votre soutien est précieux pour moi en ces moments difficiles. La pluie s'intensifie à l'extérieur, martelant les vitres de notre chambre. Madeleine s'est assoupie, épuisée par les événements. Je reste assis près d'elle, guettant le moindre bruit dans la maison. La carte du docteur Mercier est soigneusement cachée dans la doublure de ma pantoufle, un endroit qu'Éloise ne pensera jamais à fouiller. Mon esprit tourne à plein régime. Philippe n'arrivera pas avant plusieurs heures. D'ici là, nous devons rester vigilants. Je n'ai pas confiance en ce calme apparent d'Éloise. Comme dans un jeu d'échecs, je tente d'anticiper ses prochains mouvements. Vers 13 heures, des bruits de vaisselle me parviennent de la cuisine. Éloise prépare le déjeuner, comme elle l'avait annoncé. Je décide de la rejoindre pour ne pas éveiller ses soupçons en restant confiné avec Madeleine. « Ah, papa !» dit-elle en me voyant entrer dans la cuisine. Elle porte un tablier fleuri qui appartenait à sa mère, une image presque grotesque de domesticité. J'ai préparé une blanquette de veau. « Ton plat préféré ?»« Ça sent bon », je réponds, m'asseyant à la table de la cuisine. Madeleine dort. Elle était fatiguée. Tant mieux. Le repos est ce dont elle a besoin. Éloise remue le contenu d'une casserole. « Ce médecin, tu le connais depuis longtemps ?» La question semble innocente, mais j'y décèle une note d'inquiétude. Le docteur Mercier, presque 20 ans maintenant. Pourquoi? Simple curiosité. Elle verse du vin blanc dans la sauce. Il a l'air très impliqué. Ses visites d'infirmière tous les jours, c'est un peu excessif, tu ne trouves pas? Le docteur sait ce qu'il fait. Éloise hausse les épaules. Bien sûr, mais avec une infirmière qui débarque tous les matins, ça va perturber nos habitudes. Notre intimité familiale. Notre intimité familiale. Comme si notre famille fonctionnait encore normalement. Je suis sûr qu'on s'y habituera, je réponds, m'efforçant de paraître détaché. D'ailleurs, c'est une bonne chose pour toi aussi. Ça te permettra de chercher du travail sans t'inquiéter pour nous. Son expression se durcit imperceptiblement. J'ai tout le temps de m'occuper de vous et de chercher du travail. Je n'ai pas besoin qu'une étrangère vienne fourrer son nez dans nos affaires. Je comprends alors ce qui la préoccupe. Un témoin extérieur. Quelqu'un qui pourrait remarquer les signes de maltraitance, qui pourrait nous entendre si nous demandions de l'aide. « Le déjeuner est prêt », annonce-t-elle, changeant brusquement de sujet. « Tu veux que j'aille réveiller maman ?»« Non, laisse-la se reposer. Je lui garderai une portion pour plus tard. » Éloise me sert une assiette généreuse de blanquettes, y ajoute des pommes de terre vapeur.
Le plat dégage un arôme délicieux, mais je ne peux m'empêcher d'être méfiant. « Tu ne manges pas ?» je demande, la voyant s'asseoir en face de moi sans assiette. « J'ai déjà mangé un sandwich plus tôt. Je te regarderai. » Cette réponse me confirme dans mes soupçons. Je prends ma fourchette, déplace la nourriture dans mon assiette sans la porter à ma bouche. « C'est délicieux, » je mens, mimant la dégustation. « Ta mère serait fière. » Éloise sourit mais ses yeux restent froids, calculateurs. « Tu as l'air préoccupé, papa. Quelque chose te tracasse. » « Non, juste fatigué. Tout ce stress avec la santé de ta mère. » « Bien sûr. » Elle incline légèrement la tête. « Tu sais, j'ai réfléchi à ce que le médecin a dit. Peut-être devrions-nous envisager une solution plus permanente pour maman. » Mon cœur manque un battement. Que veux-tu dire? Une maison spécialisée, un EHPAD. Elle prononce ces mots avec une douceur feinte. Avec son Alzheimer qui progresse, ce serait peut-être mieux pour tout le monde. Hors de question, je réponds immédiatement, incapable de cacher mon indignation. Ta mère restera avec moi jusqu'à la fin. C'est noble, papa, mais sois réaliste. Tu as 78 ans. Tu peux à peine t'occuper de toi-même, sans parler d'une femme qui perd progressivement tout contact avec la réalité. Elle pose sa main sur la mienne, un geste que je ressens comme une menace. Pense à ta propre santé. Ma santé va très bien. Je rétorque, retirant ma main. Et je n'enverrai jamais Madeleine dans un de ces endroits. Nous en avons parlé il y a des années, et nous étions d'accord. Les choses changent, les situations évoluent. Éloise se lève, débarrasse mon assiette presque intacte. Tu n'as presque rien mangé. Je n'ai pas très faim. Elle me regarde fixement, et je vois une lueur de suspicion dans ses yeux. Tu devrais manger, papa, pour garder tes forces. Plus tard, peut-être. Un silence tendu s'installe. Je sens qu'Éloise est contrariée par mon refus de manger, mais aussi par ma résistance concernant l'EHPAD pour Madeleine. « J'ai une idée », dit-elle soudainement, son visage s'illuminant d'un sourire artificiel. « Pourquoi n'irions-nous pas visiter quelques établissements, juste pour voir, sans engagement? Ça nous donnerait une idée de ce qui existe, au cas où la situation de maman s'aggraverait. » Pas aujourd'hui. Je suis fatigué. Bien sûr, pas aujourd'hui. Mais bientôt. Elle me tapote l'épaule. Je vais faire la vaisselle. Va te reposer un peu. Je me lève, m'appuyant sur ma canne, et me dirige vers notre chambre. Je sens le regard d'Éloise qui me suit, calculateur, évaluant chacun de mes mouvements. En entrant dans la chambre, je trouve Madeleine éveillée, assise sur le bord du lit. Son regard est à nouveau lucide, et je remercie le ciel pour ces moments de clarté qui deviennent de plus en plus rares. « Elle a essayé de te droguer, n'est-ce pas ?» chuchote Madeleine dès que j'ai refermé la porte. « Je crois que oui. Je n'ai pas touché à la nourriture. Quelle heure est-il? Philippe arrive quand? » Je consulte ma montre. Il est 13h30. Philippe a dit qu'il serait là en fin d'après-midi. Encore quelques heures à tenir. Je n'aime pas ça, Jean. J'ai peur de ce qu'elle pourrait faire. Je m'assieds à côté d'elle, prends sa main ridée dans la mienne. Moi aussi. Mais nous avons des alliés maintenant. Le docteur Mercier, Philippe qui arrive, l'infirmière qui viendra tous les jours à partir de demain. Un bruit de moteur attire notre attention. Une voiture qui se gare devant la maison. Je me lève avec difficulté, me dirige vers la fenêtre. C'est une voiture que je ne reconnais pas. « Qui est-ce » demande Madeleine inquiète. « Je ne sais pas. » J'entends la porte d'entrée s'ouvrir, des voix dans le vestibule, celle d'Éloise, puis une voix masculine que je ne connais pas. « Restez ici », je dis à Madeleine. « Je vais voir. » En ouvrant précautionneusement la porte de notre chambre, j'entends Éloise parler à voix basse mais animée avec un homme dans le salon. Je m'approche silencieusement, m'arrêtant dans le couloir d'où je peux les entendre sans être vu. « Pas encore signé les papiers, » dit l'homme. « Tu m'avais promis que ce serait réglé aujourd'hui. »« Il y a eu un contretemps, » répond Éloise. « Le médecin est venu ce matin. Il a prescrit des visites d'infirmières quotidiennes. »« Et alors, en quoi ça pose problème ?»« Ça complique les choses, Marc. Des témoins extérieurs, c'est exactement ce dont on n'a pas besoin. »« Écoute, Éloise. » La voix de l'homme, Marc, devient plus dure. «
J'ai déjà versé un acompte à l'agence pour notre appartement. L'acte de vente est prévu pour le mois prochain. J'ai besoin que cette maison soit à toi d'ici là. Elle le sera, assure Éloise. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. 1 semaine, peut-être 2. Et comment tu comptes t'y prendre? Tu m'as dit que ton père refusait de signer la procuration. Un silence. Puis la voix d'Éloise, plus basse encore. Il y a d'autres moyens. Des accidents arrivent aux personnes âgées. Des chutes, des confusions avec les médicaments. Mon sang se glace. Je m'appuie contre le mur du couloir, le souffle coupé. Notre fille envisage de nous tuer pour hériter de la maison. Je ne veux rien savoir, dit Marc précipitamment. Je ne suis pas venu pour ça. Je voulais juste m'assurer que tout était en ordre. Tout sera en ordre, répète Éloise. Fais-moi confiance. 1 semaine, Éloise. Pas plus. Sinon je perds mon acompte et notre projet tombe à l'eau. Je comprends. Ne t'inquiète pas. J'entends des pas qui se dirigent vers la porte d'entrée. Je me replie silencieusement vers notre chambre, refermant la porte juste au moment où la porte d'entrée se ferme. Madeleine me regarde, l'inquiétude visible sur son visage fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Je m'assieds à côté d'elle, tentant de contrôler le tremblement de mes mains. C'était un homme. Marc. Il semble qu'Éloise est un complice et qu'ils aient prévu de vendre la maison. Vendre notre maison? Le visage de Madeleine se décompose. Mais comment? Elle veut que je signe une procuration, et si je refuse, je n'arrive pas à formuler la suite. Mais le regard de Madeleine me dit qu'elle comprend. Oh, Jean... Nous restons assis en silence, l'horreur de la situation nous submergeant. Notre propre fille, planifiant notre mort pour hériter de notre modeste patrimoine. Comment en est-on arrivé là? Le temps passe avec une lenteur exaspérante. Éloise frappe à notre porte vers 15 heures, nous proposant du thé que nous déclinons poliment. Son sourire semble plus forcé que jamais, ses yeux calculants, évaluants. « Tu es sûr que tout va bien, papa ?» demande-t-elle, faussement concernée. « Tu n'as presque rien mangé au déjeuner, et maintenant tu refuses même un thé. Juste fatigué, je réponds. Et un peu nauséeux, ça passera. Si tu le dis. » Elle hésite sur le pas de la porte. J'ai pensé qu'on pourrait discuter de quelques papiers plus tard. Rien de compliqué, juste une procuration au cas où il t'arriverait quelque chose. Pour que je puisse gérer les affaires de maman. Plus tard, peut-être. Bien sûr, reposez-vous. La porte refermée, Madeleine et moi échangeons un regard alarmé. Elle devient plus pressante. Le temps joue contre nous. Vers 16h30, alors que la lumière du jour commence déjà à décliner en cette fin d'automne, une nouvelle voiture se gare devant la maison. J'observe par la fenêtre, mon cœur bondissant dans ma poitrine quand je reconnais la silhouette qui en descend. C'est Philippe. Je murmure à Madeleine. Il est arrivé. Elle se lève, chancelante d'émotion et de soulagement. Dieu merci. J'entends la sonnette, puis des voix dans l'entrée. Éloise, surprise et manifestement contrariée, et la voix plus grave de Philippe. Il semble se disputer. « Viens », dis-je à Madeleine, l'aidant à se lever. « Allons le rejoindre. » Nous sortons de la chambre au moment où la discussion dans l'entrée s'intensifie. « Vraiment pas le moment », dit Éloise, sa voix tendue. Il se repose, et nous n'attendions pas de visite. « Je suis venu voir mes oncles et tantes », répond fermement Philippe. « Et je trouve étrange que tu sois si réticente à me laisser entrer, Éloise. »« Philippe », j'appelle, m'avançant dans le couloir, soutenant Madeleine. Notre neveu se tourne vers nous, son visage s'éclairant de soulagement. Grand et mince comme son père, Philippe a vieilli depuis la dernière fois que nous l'avons vu, des fils argentés parsemant ses cheveux noirs. Mais ses yeux sont toujours aussi vifs, aussi bienveillants. « Oncle Jean, tante Madeleine », dit-il, s'avançant vers nous, ignorant Éloise qui reste figée près de la porte. « Je passais dans le coin et j'ai pensé vous faire une petite visite surprise. » Je vois dans son regard qu'il joue la comédie pour Éloise. « Quelle bonne surprise !» je réponds, serrant sa main fermement. « Viens t'asseoir au salon. » Éloise nous suit, son visage un masque de contrariété mal dissimulé. « J'aurais aimé être prévenu, Philippe. J'aurais préparé quelque chose. »« Ne t'en fais pas, répond-il légèrement. Je ne reste pas longtemps.
Juste le temps de prendre des nouvelles. Au salon, nous nous installons, Madeleine et moi sur le canapé. Philippe dans le fauteuil en face. Éloise reste debout, comme incapable de décider quoi faire. « Tu ne nous offres pas un café, Éloise ?» Je suggère, espérant l'éloigner un moment. Elle hésite, puis se dirige vers la cuisine à contre-cœur. Dès qu'elle est hors de portée, Philippe se penche vers nous. « Je suis venu aussi vite que j'ai pu », chuchote-t-il. « J'ai contacté un collègue spécialisé en droit des personnes vulnérables. Il est en route avec les documents nécessaires pour entamer une procédure de protection. Mais d'abord, j'ai besoin de preuves. » Elle a un complice, je murmure rapidement. Un certain Marc. Ils veulent vendre la maison dès qu'ils en auront le contrôle. Philippe hoche gravement la tête. Et les maltraitances? Elle a enfermé Madeleine dans le sous-sol. Elle a essayé de me droguer au déjeuner. Et j'ai entendu qu'ils envisageaient de nous faire avoir un accident. Les yeux de Philippe s'écarquillent d'horreur. Mon Dieu, c'est pire que ce que je craignais. Éloise revient avec un plateau de café. Son sourire forcé vacille quand elle nous voit, penchés les uns vers les autres dans une conversation manifestement privée. « Alors, Philippe, dit-elle d'un ton faussement jovial en posant le plateau, comment vont les affaires à Lyon? Toujours dans le même cabinet? » « Oui, tout va bien, » répond Philippe, acceptant une tasse de café qu'il pose devant lui sans y toucher. « Et toi? J'ai cru comprendre que tu avais eu quelques difficultés récemment. » Éloise se raidit. « Rien que je ne puisse gérer. J'ai d'ailleurs un entretien très prometteur aujourd'hui. » « C'est bien. » Philippe se tourne vers moi. « Oncle Jean, j'aimerais voir ces photos dont tu me parlais au téléphone. Tu sais, les anciennes photos de famille. » Je comprends son signal. « Bien sûr, elles sont dans notre chambre. Viens. » Éloise s'interpose presque. « Je peux aller les chercher si tu veux, papa. » « Non, c'est bon. J'ai besoin de me dégourdir les jambes. » Philippe me suit dans la chambre, fermant soigneusement la porte derrière nous. Il sort immédiatement son téléphone. « Je vais prendre des photos des bleus de tante Madeleine, » dit-il à voix basse. « Ensuite, j'aimerais que tu me montres où elle a été enfermée. Nous avons besoin de documentation visuelle. » Je hoche la tête. « Fais vite. Je ne sais pas combien de temps Madeleine tiendra seule avec elle. » Philippe travaille rapidement, photographiant les ecchymoses sur les bras et les jambes de Madeleine. Il prend aussi en photo la lettre destinée au docteur Mercier que j'avais cachée. « Parfait, » dit-il en rangeant son téléphone. « Maintenant, allons voir le sous-sol avant qu'Éloise ne se doute de quelque chose. » Nous rejoignons le salon où Éloise est assise raide comme un piquet face à Madeleine qui garde un silence digne. La tension est palpable. « Philippe voudrait voir la maison », j'annonce. « Il n'est pas venu depuis si longtemps. » « Vraiment ?» Éloise ne peut cacher son irritation. « Je ne savais pas que tu t'intéressais tant à l'immobilier, Philippe. »« J'ai toujours aimé cette vieille maison, » répond-il avec aisance. « Elle est pleine de souvenirs. » Nous faisons le tour du rez-de-chaussée, Philippe prenant discrètement des photos avec son téléphone quand Éloise a le dos tourné. Puis, nous arrivons devant la porte du sous-sol. « Oh, il n'y a rien d'intéressant en bas, » dit précipitamment Éloise. « Juste une vieille cave humide. »« J'aimerais voir quand même, » insiste Philippe. Je me souviens que nous jouions à cache-cache dans ce sous-sol quand nous étions enfants. Sans attendre sa réponse, il ouvre la porte et commence à descendre les marches. Éloise nous suit, son visage crispé d'inquiétude. En bas, Philippe examine l'espace, son regard s'attardant sur le sol en terre battue où Madeleine avait été forcée de s'asseoir sur le vieux congélateur qui lui avait servi d'appui. « C'est ici que tante Madeleine est tombée hier ?» demande-t-il innocemment. Éloise acquiesce, trop rapidement. « Oui, elle a dû descendre toute seule et elle a fait une chute. Heureusement que papa l'a trouvée rapidement. »« fait Philippe, incrédule. Il prend quelques photos supplémentaires, prétextant capturer des souvenirs d'enfance. Alors que nous remontons, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Éloise se précipite pour ouvrir, manifestement soulagée de cette interruption. « Ce doit être Marc, » dit-elle par-dessus son épaule. « Un ami qui devait passer. » Philippe et moi échangeons un regard entendu. Le complice, l'occasion est parfaite.
Dans l'entrée, Héloise accueille un homme d'une cinquantaine d'années, au crâne dégarni et à l'allure soignée. Il semble surpris de nous voir tous rassemblés. « Je peux repasser plus tard », commence-t-il mal à l'aise. « Non, reste », dit Héloise, une note de désespoir dans la voix. « C'est juste mon cousin qui nous rend une visite impromptue. » Philippe s'avance, tendant la main avec un sourire glacial. « Philippe Mercier, avocat. Et vous êtes ?»« Marc Lenoir », répond l'homme hésitant. « Un ami d'Héloise. Un ami très intéressé par cette maison d'après ce que j'ai entendu. » Remarque Philippe, son ton devenant professionnel. Marc pâlit visiblement. « Je ne comprends pas. Je pense que si. » Philippe sort son téléphone, faisant défiler les photos qu'il vient de prendre. « J'ai ici des preuves de maltraitance sur personnes vulnérables. J'ai également enregistré votre conversation de tout à l'heure concernant vos projets pour cette maison et vos intentions envers mes oncles et tantes. C'est un bluff. Philippe n'a pas pu enregistrer leur conversation précédente, mais l'effet est immédiat. » Marc recule d'un pas, jetant un regard paniqué vers Héloise. « Je n'ai rien à voir avec ça, » balbutie-t-il. « Je ne savais rien de... »« Tais-toi, Marc !» siffle Héloise. Elle se tourne vers Philippe, son visage déformé par la colère. « Tu n'as aucune preuve, c'est ma parole contre la leur. Qui croira deux vieillards séniles ? Le docteur Mercier les croira, » intervient une voix depuis le seuil. Nous nous retournons tous, surpris. Le docteur Mercier se tient dans l'encadrement de la porte, accompagné d'une femme en uniforme, une infirmière, et d'un homme en costume que je ne reconnais pas. J'ai décidé d'avancer la première visite de l'infirmière, explique le médecin, entrant dans le vestibule. Et voici Maître Blanchard, un collègue de Maître Mercier, spécialisé en protection des majeurs vulnérables. Héloise nous regarde tour à tour, acculée. « C'est ridicule. Vous n'avez aucun droit de débarquer chez moi comme ça. »« Chez toi ?» je demande, trouvant une force nouvelle dans la présence de nos alliés. « Cette maison est à nous, Héloise, et elle le restera jusqu'à notre mort. Notre mort naturelle, j'ajoute, la fixant dans les yeux. »« Papa » tente-t-elle, changeant soudain de tactique, des larmes apparaissant dans ses yeux. « Comment peux-tu me faire ça, après tout ce que j'ai traversé ? J'ai tout perdu, mon mari, mon travail. J'avais juste besoin d'aide, d'un nouveau départ. » « En maltraitant ta mère, je rétorque implacable, en nous droguant, en planifiant notre accident. » Marc s'éloigne discrètement vers la porte, mais l'avocat lui barre le passage. « Je vous suggère de rester, monsieur Lenoir. La police voudra vous interroger. » « La police ?» Marc blêmit encore plus. « Je n'ai rien fait de mal. C'était son idée. » Il pointe un doigt accusateur vers Héloise. « Espèce de lâche !» hurle-t-elle, perdant tout contrôle. « Tu étais bien content de participer quand il s'agissait d'acheter notre appartement avec l'argent de la vente. » Pendant que Marc et Héloise s'accusent mutuellement, Philippe s'approche de nous, nous guidant doucement vers le salon, loin de la confrontation. Madeleine s'appuie lourdement contre moi, secouée par les événements. « C'est fini », murmure Philippe, nous faisant asseoir sur le canapé. « Nous avons assez de preuves pour entamer une procédure de protection. Héloise n'aura plus aucun droit sur vous ou vos biens. »« Et ensuite ?» demande Madeleine, sa voix à peine audible. « Ensuite, c'est à vous de décider », répond Philippe gentiment. « Vous pourriez porter plainte pour maltraitance, ou simplement la faire sortir de votre vie. » Je regarde ma femme, cherchant dans ses yeux la réponse. Malgré tout ce qu'Héloise nous a fait subir, c'est notre fille, notre enfant. « Nous voulons juste être en sécurité, » dit finalement Madeleine, « et qu'elle reçoive l'aide dont elle a besoin. » Philippe hoche la tête, compréhensif. « Nous pouvons demander une évaluation psychiatrique dans le cadre de la procédure. Si elle souffre de troubles mentaux, elle pourrait recevoir un traitement approprié. » Des voix s'élèvent dans l'entrée. Héloise, hystérique maintenant, accusant tout le monde de complot contre elle. Puis, le bruit caractéristique d'une sirène de police qui s'approche. Quelqu'un a dû appeler les forces de l'ordre, commente Philippe. Le docteur Mercier entre dans le salon,
s'asseyant près de nous. « Comment vous sentez-vous » demande-t-il, prenant le pouls de Madeleine. Comme si un cauchemar prenait fin, je réponds sincèrement, mais aussi comme si un autre commençait. Le médecin hoche la tête, compréhensif. « Ce ne sera pas facile, mais vous n'êtes plus seul. » Les policiers arrivent, accompagnés d'une assistante sociale. Héloïse est emmenée pour être interrogée, toujours en train de protester de son innocence. Marc part avec eux, la tête basse, déjà en train de négocier sa coopération contre une réduction de peine. Dans les heures qui suivent, nous faisons nos dépositions, montrons les preuves, signons des documents. C'est épuisant, mais nécessaire. Une ordonnance de protection est immédiatement mise en place, interdisant à Héloïse d'approcher notre domicile. Vers 21h, le calme revient enfin dans la maison. Philippe reste avec nous, dormant dans son ancienne chambre d'enfant que nous avions conservée intacte toutes ces années. L'infirmière, Madame Leroy, décide de passer la nuit dans la chambre d'amis pour veiller sur Madeleine, dont la tension a fluctué dangereusement pendant cette journée éprouvante. Allongé dans notre lit, tenant la main de Madeleine dans la mienne, je contemple le plafond dans l'obscurité. Les événements de ces derniers jours tournent dans ma tête comme un film cauchemardesque. « Jean » murmure Madeleine dans le noir. « Tu crois qu'elle a toujours été comme ça? Qu'on n'a rien vu pendant toutes ces années ?» Sa question me hante. Y avait-il des signes que nous avions ignorés? Le lapin de Philippe? Les disputes à l'école? Cette froideur qu'elle montrait parfois et que nous avions mise sur le compte de sa sensibilité? Je ne sais pas. Je réponds honnêtement. Peut-être que nous n'avons pas voulu voir. Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? Je l'ignore, mais elle ne pourra plus nous faire de mal. Madeleine se blottit contre moi, son corps frêle cherchant réconfort et chaleur. C'est triste, n'est-ce pas, qu'à la fin de notre vie, ce soit notre propre enfant qui ait essayé de nous détruire. Je caresse ses cheveux gris, sentant les larmes me monter aux yeux. Oui, mais nous avons aussi découvert qui étaient nos véritables alliés. Philippe, le docteur Mercier, même cette infirmière que nous ne connaissions pas hier encore. C'est vrai. Sa voix s'adoucit, le sommeil commençant à la gagner. Nous ne sommes pas seuls après tout. Non, nous ne sommes pas seuls. Je continue à lui caresser les cheveux, écoutant sa respiration devenir plus régulière. La maison est silencieuse autour de nous, mais ce n'est plus le silence menaçant des jours précédents. C'est un silence paisible, protégé. Demain sera un autre jour, un jour sans peur, sans menace. Un jour où nous commencerons à reconstruire notre vie, à panser nos blessures. Ce ne sera pas facile. Le traumatisme de cette trahison nous marquera probablement jusqu'à la fin de nos jours. Et la douleur d'avoir perdu notre fille, non pas à la mort, mais à quelque chose de bien plus insidieux, ne nous quittera jamais totalement. Mais nous sommes ensemble, Madeleine et moi, comme nous l'avons toujours été. Et tant que nous resterons unis, nous pourrons affronter n'importe quelle tempête. Dehors, la pluie a cessé. À travers les rideaux entr'ouverts, je vois une étoile briller dans le ciel nocturne. Un signe d'espoir, peut-être. Une promesse que même les nuits les plus sombres finissent par céder la place à la lumière. Avec cette pensée réconfortante, je ferme les yeux, laissant enfin le sommeil m'emporter. À mes côtés, Madeleine dort paisiblement, en sécurité. Et pour l'instant, c'est tout ce qui compte. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi mon histoire jusqu'au bout. Ce n'était pas facile de partager cette épreuve douloureuse, mais votre soutien m'a donné la force de continuer. Aujourd'hui, ma femme Madeleine et moi vivons paisiblement dans notre maison, avec l'aide quotidienne d'une infirmière formidable. Notre neveu Philippe nous rend visite régulièrement, et nous avons même recommencé à cultiver notre petit jardin ensemble. Quant à Héloïse, c'est peut-être la partie la plus difficile. Elle suit actuellement un traitement psychiatrique, et nous prions pour qu'elle trouve un jour la paix. Malgré tout ce qui s'est passé, elle reste notre fille, et l'amour d'un parent ne s'éteint jamais complètement. Pensez-vous que nous avons pris la bonne décision en choisissant l'aide plutôt que la punition pour elle? Partagez votre avis dans les commentaires. Votre point de vue est précieux pour nous dans cette situation encore douloureuse. Inscrivez-vous pour d'autres témoignages de vie qui montrent comment
Même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la bonté peuvent triompher.